Bonjour et bienvenue sur ce plateau du Monde Nouveau pour notre rencontre La Santé, mots et remèdes. Nous allons interroger ensemble notre rapport à notre environnement, avec nous un public qui pourra bien évidemment échanger avec nous et avec nos invités tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. On sait que trop bien, notre santé physique est intimement liée à l'environnement, et œuvrer pour un monde durable, c'est aussi se soucier de notre santé. Donc on va en parler avec le docteur Christian Castelnau, qui est médecin psychiatre à la clinique Stella, du groupe Oxanté. Bonjour. Bonjour. Florence Cousson-Gély, qui est professeure en psychologie de la santé et directrice scientifique du département prévention à l'Institut du cancer de Montpellier. Emmanuel Delrieux, psychologue du développement et éco-psychologue. On verra avec vous dans un instant qu'est-ce que l'éco-psychologie. Et puis Jean-Emmanuel Sary, qui est directeur de recherche au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, Université Toulouse 3, Paul Sabatier pour les initiés. Alors Emmanuel Delrieux, je le disais à l'instant, éco-psychologue. Qu'est-ce que c'est que l'éco-psychologie, s'il vous plaît? Alors l'éco-psychologie, peut-être je vais déjà repréciser qu'elle est encore pas très connue en France. Elle est connue aux États-Unis depuis les années 70, et puis donc au Canada, en Belgique, depuis une vingtaine d'années. Elle enseigne à l'université de Fribourg, de Lausanne, mais en France, on ne connaît pas trop. L'éco-psychologie, donc en quelques mots, c'est un champ qui est transdisciplinaire et qui consiste à faire à la fois de la recherche et aussi à travailler sur l'aspect pratique pour observer et comprendre les paradigmes, les croyances et aussi les comportements qui sont à l'œuvre dans notre relation en tant qu'humain de destruction du vivant. Et un des postulats de l'éco-psychologie, c'est de travailler sur le fait que les mots MAUX que les humains ressentent sont un peu les reflets des mots de la Terre, et qu'en travaillant les aspects de transformation et de guérison de ces mots, eh bien, on vient guérir notre relation à la Terre. Donc on a vraiment un aspect dans l'éco-psychologie qui est intéressant, c'est que le processus, on l'amène encore plus, le processus de guérison, on l'amène encore plus en conscience dans un travail d'interdépendance de l'humain dans son environnement. Voilà, il y a plein de changements de paradigme, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On y reviendra un petit peu plus en détail dans quelques minutes sans doute. Alors je le disais, une professeure en psychologie, un psychiatre à nos côtés, Florence Cousson-Gély et Christian Castelnau. Peut-être l'un de vous deux pourrait-il nous expliquer la différence déjà qu'il y a entre la psychologie et la psychiatrie, parce que c'est pas toujours évident pour le grand public. Alors, en étant schématique, on peut résumer que un psychiatre est un médecin qui a fait des études à la faculté de médecine, qui s'est spécialisé dans, on va faire simple, dans un organe qui est le cerveau, et ses productions, c'est-à-dire l'esprit, et tous les éléments qu'on peut mettre sous le terme d'esprit. Et voilà, donc il est dans le registre de la médecine, et donc de la science, qui est son paradigme, plus exactement, ou sa référence plutôt, les neurosciences. Je vais laisser à madame présenter une psychologue. Florence Cousson-Gély. Merci. Alors la psychologie, comme le disait mon collègue, c'est effectivement, un psychologue n'est pas un médecin, il a fait des études de psychologie à l'université, donc on est sur Bac plus 5, avec une licence et un master, et la psychologie va s'intéresser bien sûr à des troubles mentaux, mais pas seulement, puisque là ça va être vraiment de la psychopathologie, mais on forme également des psychologues qui vont intervenir dans le milieu du travail, des organisations, donc des psychologues du travail. On forme des psychologues de la santé, et je suis bien placée puisque je dirige un master en psychologie de la santé. Donc là, on va former des psychologues qui vont intervenir dans les services de soins, mais plutôt les soins somatiques, c'est-à-dire les gens qui sont atteints de maladies comme des cancers ou des maladies infectieuses ou autres. Et là, le psychologue va prendre en charge les aspects psychologiques liés à la maladie. On va avoir des psychologues du développement, donc des psychologues qui vont s'intéresser et prendre en charge des enfants qui peuvent avoir différents troubles ou pas, d'ailleurs. Donc au niveau des apprentissages scolaires, on va avoir des psychologues scolaires. On a de la psychologie cognitive, donc là qui va plutôt s'intéresser au fonctionnement du cerveau et donc de savoir comment on apprend à lire, on apprend à écrire par exemple chez les enfants, mais ça peut être aussi chez les adultes. Donc vous voyez, la psychologie en fait est assez multisecteur. Merci pour cette précision. Jean-Emmanuel Sary, donc je disais, vous travaillez dans un centre de recherche contre le cancer. Vous êtes derrière une paillasse, vous n'êtes pas au contact direct des patients.
Néanmoins, aujourd'hui, quel lien peut-on faire de façon indubitable entre la dégradation de notre environnement, intérieur ou extérieur, et notre état de santé? Alors, oui, je suis directeur de recherche à l'INSERM, mais je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'intéresse aux mécanismes de résistance en cancérologie, des résistances thérapeutiques, donc de réponse à des stress thérapeutiques aussi. Et donc, on est dans une recherche très fondamentale, et on est en train de commencer à se poser la question de notre projet doit être intégré dans son environnement, comme ce qu'on vient de discuter. Et en fait, ce que l'équipe a démontré les 15 dernières années, c'est que la résistance thérapeutique, en tout cas certains mécanismes de résistance thérapeutique, étaient liés à des adaptations métaboliques de la tumeur. C'est-à-dire que la tumeur a des capacités à utiliser son micro-environnement pour soutenir, s'adapter, soutenir sa prolifération, s'adapter et résister. Donc elle mute? Non, pas nécessairement, mais elle a une certaine forme de flexibilité pour répondre à des stress de l'environnement. Et donc pendant 15 ans, on a étudié les cellules. Donc c'est un cancer du sang et de la moelle osseuse qui s'appelle les leucémies aiguës. Et pendant 15 ans, on a été obsédé par comprendre ce que faisait la cellule cancéreuse. Et le fait d'identifier ces mécanismes métaboliques nous fait prendre conscience qu'il faut regarder les facteurs extrinsèques qui vont réguler ce métabolisme. Donc on est en train de monter des projets, on a même déjà commencé, pas mal de projets du reste avec Montpellier aussi, entre Toulouse et Montpellier, et des projets européens pour essayer de comprendre le métabolisme de l'hôte. C'est-à-dire dans notre cas, c'est des souris qui ont une maladie, ou le métabolisme du patient, en quoi il va contrôler ses capacités de résister, ses capacités métaboliques de résister. Mais si on parle de métabolisme de l'hôte, le métabolisme de l'hôte est sous influence du monde extérieur, de nombreux facteurs intrinsèques et extrinsèques. Alors puisqu'on est là pour parler d'environnement, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est la nourriture? Alors nous, on a choisi, parce que vous avez des dizaines de facteurs, c'est multifactoriel, hein, le phénomène extérieur. Vous avez l'âge, vous avez le génotype, vous avez le genre, vous avez évidemment la nutrition. Donc nous, on a pris deux angles pour challenger le métabolisme de l'hôte, le vieillissement et la nutrition. Comme on travaille sur le métabolisme, qu'est-ce qui fait le métabolisme de l'hôte? C'est ce que vous mangez. Et donc, en fonction de ce que vous mangez, vous allez avoir un impact différent. Et c'est ce que l'on veut amener dans le débat sociétal, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites depuis des années. Et puis, le débat est assez erroné. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est grâce à nos modèles de souris, c'est avoir des études à large échelle pour vraiment évaluer l'impact de la nutrition, de différents types de nutrition ultra contrôlées, ultra typiques de ce qu'on peut voir dans le monde, et voir l'impact sur la réponse thérapeutique de nos souris. Et donc donner des études précliniques qui après pourront être des supports scientifiques robustes pour faire des études cliniques. Alors il y a des choses qui sont faites, en particulier à Montpellier, il y a un service qui est assez à la pointe des aspects nutritionnels. Et voilà. Christian Castelnau. Oui, je souhaitais, moi, donc, en tant que psychiatre, je fais part des connaissances en psychiatrie. Ce qui est intéressant après, monsieur, sur le cancer, nous, c'est un peu pareil. Toutes les données scientifiques depuis des années montrent qu'une maladie psychiatrique, à peu près toutes les maladies psychiatriques, ont la moitié des facteurs, quels qu'ils soient, explicatifs de la variance, de l'expression de la maladie, qui sont d'origine environnementale, au sens large, et la moitié qui sont d'origine génétique ou biologique. Bon, donc on voit quand même la place très importante pour commencer ce débat sur la moitié, quelle que soit la maladie psychiatrique, la moitié, statistiquement, globalement, des facteurs d'explication du modèle sont liés à des facteurs environnementaux. Florence Coussangeli, les patients qui sont à l'ICM, qui sont suivis, ne bénéficiaient pas forcément, il y a 30 ans, du même suivi psychologique, la prise en compte de l'environnement social du patient. J'entends par social, j'en entends au sens large, c'est-à-dire à la fois ses conditions de vie, ses conditions de ressources, et puis son accompagnement proche n'était pas forcément autant pris en compte à l'époque qu'aujourd'hui. On le voit par le nombre de psychologues qui peuvent travailler aujourd'hui à vos côtés. Qu'est-ce qui a été le déclic ?
Alors, il n'y en a pas encore assez, des psychologues. Il en faudrait davantage. Il y en a message est quand même passé. quelques-uns. Effectivement, on sait que l'entourage familial, ce que nous on appelle le soutien social, c'est-à-dire la perception que l'individu a de se sentir soutenu, d'être satisfait aussi de ce soutien social, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un autre aspect qui va être très important lorsque les patients ont à faire face à la maladie, c'est les stratégies d'adaptation qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'un patient qui va se sentir complètement désespéré et impuissant, on est avec une maladie qui est quand même la plupart du temps asymptomatique. Au cours d'un dépistage, on va découvrir une maladie, donc ça tombe dessus, en fait. Donc il y a un effet de choc, et il faut arriver à surmonter ce choc. Et c'est vrai que les psychologues ont toute leur place pour aider les patients à surmonter cela, avec bien sûr les familles et l'entourage. Donc bien sûr, il y a des psychologues. Moi, quand j'ai fait mon doctorat, il y a maintenant à peu près une vingtaine d'années, il y avait 0 psychologue dans les centres de lutte contre le cancer. Et voilà, petit à petit, on arrive à en avoir un petit peu plus, mais voilà, le message est qu'il en faudrait encore davantage. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux facteurs environnementaux, on le sait que le cancer est aussi très lié à nos comportements. Alors 40% des cancers sont dus à notre comportement. Alors la nutrition, mais en fait c'est le tabac et l'alcool, les facteurs environnementaux principaux. Et ensuite, on va avoir aussi la pollution de l'air et d'autres facteurs, le soleil également, qui est quelque chose qu'on pourrait... En fait, il y a 40% des cancers qui pourraient être évités par nos comportements. Donc on voit aussi qu'on a aussi une part à jouer dans l'apparition des cancers. Merci. Alors Emmanuel Delrieux, 40% donc de ces cancers qui pourraient être évités, vous ne surveillez pas forcément à proprement parler ou de façon spécifique en tout cas les troubles psychologiques liés au cancer. On parle d'éco-anxiété, vous avez employé ce mot également tout à l'heure, c'est un mot qu'on voit apparaître à la télévision, dans certains journaux. Pour autant, quand on fait des recherches scientifiquement, il est quand même assez peu documenté. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est un discours un peu politique qu'on essaye de faire infuser pour nous faire croire qu'il existe? Alors, merci pour la question, et j'ai pas compétence pour le répondre réellement. C'est-à-dire que j'ai pas d'unité de recherche dessus. Il y a des études, j'entends parler d'études qui sont en train de se faire, mais on n'a pas les résultats. Donc je vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. Et du coup, je peux pas vous dire est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est inventé. Maintenant, moi, j'ai ma réalité de clinicienne, c'est-à-dire ce qui m'arrive dans mon cabinet. Bien sûr, je vais éviter l'écueil de généraliser ce que j'ai dans mon cabinet à l'ensemble de la population. Donc, je parle bien, je préfère le préciser de ce qui se passe, moi, dans mon cabinet et effectivement de ce que je peux rencontrer. Et oui, je vois effectivement, depuis quelques années, une augmentation de l'éco-anxiété dans les personnes qui viennent me consulter. Après, il y a Elle se manifeste comment, cette éco-anxiété? Alors, la manifestation de l'éco-anxiété, je ne sais pas si d'abord on va parler de la manifestation, je pense que c'est d'abord important de préciser c'est quoi l'éco-anxiété. Donc déjà on a un peu du mal à le définir parce qu'en France, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de la santé mentale, enfin vous me direz, vous me contredisez si je me trompe, mais on ne s'est pas encore saisi des conséquences que le bouleversement climatique, que cette réalité impactante a sur la santé psychique. Là, Florence, tu expliquais justement que tout d'un coup, c'est asymptomatique au niveau du cancer et paf, on l'apprend, il y a un choc. Et donc, les psychologues ont toute leur place à ce moment d'intervention dans le choc parce que c'est un énorme stress qui est vécu. Donc, ça peut même être un stress post-traumatique. Eh bien, dans le cas de l'éco-anxiété, pour comprendre ce phénomène, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop les phénomènes du bouleversement climatique, nous en France. On serait dans d'autres pays peut-être. On l'a vu un peu cet été, ça commence à venir. Et puis il y a des informations qui arrivent et tout d'un coup, pouf, il y a un impact, une sorte de prise de conscience de la réalité qui est là. Et cette prise de conscience de la réalité, elle va créer un choc. Un choc qu'on appelle en fait un choc pré-traumatique parce qu'on a Madame Anticipation et Madame Peur qui dialoguent à l'intérieur et qui font des dystopies hallucinantes. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai des patients dystopie hallucinante, vous allez peut-être pouvoir nous préciser de quoi il s'agit, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils se font des récits dans un imaginaire où on a les pires des scénarios qui puissent exister.
D'accord, et ça crée des grosses peurs. J'en parlais hier avec des personnes en table ronde. Là, on va avoir par exemple des ados, même des adultes qui ne veulent pas aller se baigner à la Méditerranée en disant potentiellement il peut y avoir un tsunami. Voilà, c'est Madame Anticipation qui parle, enfin moi j'appelle ça comme ça à l'intérieur, et qui se fait tout un imaginaire dramatique et terrible en fait, sur les potentialités qui peuvent arriver. Et donc l'éco-anxiété, forcément, ça va être une forte manifestation d'angoisse, d'anxiété liée à ce que potentiellement il peut arriver. Et toute la problématique à l'heure actuelle, c'est de comprendre que l'éco-anxiété, c'est une manifestation, j'ai envie de dire, normale, face à une réalité auquel l'humain n'a jamais été confronté de toute son histoire. Donc là, c'est important de saisir ça. Après, on a un gros problème, c'est que les thérapeutes, et là j'englobe un peu tout le monde dans les termes de thérapeute, c'est-à-dire médecins, psy, psychiatres, et les autres thérapeutes en paramédical, ne sont pas formés, ne sont pas informés sur réellement les enjeux de la crise climatique. Donc à partir du moment où déjà on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas vraiment comprendre comment accompagner les personnes pour aller mieux. Puisque ça n'a jamais existé, vous apprenez en marchant. C'est vous qui allez documenter pour les générations futures. Oui, mais en tout cas, il faut le faire assez vite quand même. Donc, parce que ça monte et que c'est quand même présent et qu'il y a une vraie demande qui est là et qu'on est un peu dépassé. Bon, alors ça, c'est déjà une chose. Alors, Christian Castelnau, il n'y a pas de documentation, alors il y a des peurs, des hallucinations, des dystopies hallucinantes. Pas du tout. Comment des vous appelez ça? Comment vous appelez? C'est pas la même chose. Allez-y, une dystopie. Une dystopie, c'est un imaginaire qui va vers quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que par exemple, on va imaginer des guerres, on va du survivalisme. Alors, on a donc un imaginaire dramatique. Pourtant, il y a une réalité que j'imagine, vous rencontrez. En tout cas, nous, journalistes, on croise des personnes qui sont touchées directement en France par le changement climatique. Ce sont souvent des agriculteurs qui, par un trop-plein de précipitations, par la grêle, par la sécheresse, voient leur récolte et donc quelque part le fruit d'une vie ou parfois de plusieurs générations, quand on parle d'arboriculture, qui peut être anéantie par des changements climatiques. C'est un effet indirect. Est-ce que vous rencontrez, vous, des personnes qui sont touchées par ce mal? Alors, ma réponse simple, c'est oui. Je vais essayer de la développer. Je dirais que, pour reprendre madame, en médecine, en 2022, dans nos pays un peu occidentaux, l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie mentale. Bon, donc c'est quand même important de remettre les choses dans leur place. Pour l'instant, c'est un concept intéressant, un concept contemporain qui touche les populations jeunes, dominantes dans les quelques études. Il n'y a pas d'études épidémiologiques à ma connaissance, mais il y a quand même des interviews, des gens qui essaient de savoir. Donc des populations plutôt jeunes, plutôt des femmes plutôt dans les métropoles et plutôt qui ont fait des études. Bon, voilà. Et c'était cette espèce d'anxiété anticipatrice. Voilà ce qui est un peu... et dans ces symptômes-là, les quelques... Vous voulez dire que c'est un concept un peu occidental? En tout cas, pour l'instant, c'est observé dans nos populations qu'il y a une préoccupation sur ces problèmes de climat et ça a été étudié dans ces populations-là. Il y a une équipe parisienne de la Salpêtrière qui a travaillé là-dessus. Comme forme clinique, eux, donc c'est Antoine Pellissolo qui fait ça, ils ont toutes les formes de troubles anxieux, mais avec ce contexte de préoccupation sur le climat et sur l'avenir, dans ce qu'on appelle la collapsologie, ou une évolution négative de notre société, une destruction à venir de notre société, et ces patients-là font des manifestations anxieuses, donc anticipatrices, de type attaque de panique, troubles anxieux généralisés, ou anxiété aspécifique. Sur l'autre registre qui m'intéresse... Aspécifique, pardon. Une anxiété de fond, qui n'a pas une forme clinique particulière. L'attaque de panique est une entité clinique propre. Vous me parliez ensuite des agriculteurs et des viticulteurs. Là, par contre, c'est un peu autre chose. On est en dehors du concept. Mais par contre, mon observation, c'est qu'on voit des réalités objectives. Je dirais que depuis quelques années, 2-3 ans, les derniers étaient très chauds, il y a eu une vraie prise de conscience parce qu'on a touché du doigt les changements climatiques, et j'ai été amené à voir en consultation de psychiatrie générale des viticulteurs, des agriculteurs qui avaient des vraies préoccupations parce qu'ils avaient des vrais impacts sur leur récolte sur plusieurs années d'affilée qui ne s'étaient jamais vus depuis 30 ans, et donc ça aboutissait à un vrai enjeu de psychopathologie. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour nos intervenants d'ores et déjà? N'hésitez pas, hein. La parole est à vous quand vous le voulez. Il y a un micro qui circule dans la salle.
Alors peut-être une autre question pour vous, Jean-Emmanuel Sarry, pour poursuivre. Il y a des pathologies comme l'asthme, comme la BPCO, c'est une bronchopneumopathie obstructive, qui désocialisent, parce qu'on a peur de sortir de chez soi et de se retrouver en crise. On reste à la maison et puis on a tendance à ne pas croiser les gens à l'extérieur. Est-ce que c'est une forme d'éco-anxiété est-ce qu'elle suscite des formes d'éco-anxiété, ces pathologies? Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Moi, je suis chercheur fondamental en cancéro. Néanmoins, j'ai une petite remarque à faire sur ça. J'ai des étudiants qui sont dans cette situation dans mon labo de recherche que je n'avais pas avant. Donc ça fait 15 ans que je suis responsable d'un labo de recherche. Et sur les 2 dernières années, il m'est arrivé, et des collègues chefs d'équipe aussi, à avoir cette situation d'étudiants qui ne veulent plus sortir de chez eux. Est-ce que c'est le stress post-traumatique du Covid, du confinement? Donc tout ça, on pourrait le mettre dans les changements aussi climatiques, hein, pas direct, mais ce genre d'observation, je le vois, ce que je ne voyais pas avant. Donc c'est une réalité dans les jeunes générations, mais aussi il y a certaines personnes un peu plus âgées dans nos équipes qui ont cette problématique. Après, pour la question plus spécifique, je vais passer le micro. Florence Gauchin? Non? Ok, bon, pas grave, merci. Non, alors tout à l'heure, vous avez parlé dans votre propos introductif d'une reconnexion finalement, ou d'une connexion entre soi et son environnement avec cette interaction. La période de confinement, ou les périodes de confinement successifs que nous avons vécues en 2020 ont engendré un exode de certaines populations, des hypercentres vers la périphérie, voire parfois jusqu'en région, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, pour cette reconnexion, comme on dit. Qu'est-ce que ça dit de nous, ce besoin de déménager, de reprendre pied finalement avec un environnement qui nous semble peut-être plus naturel et moins urbanisé? Bien, en fait, vous venez de le poser dans la question. Ce que ça dit de nous, c'est que les enjeux, en fait, des conséquences de l'anthropocène qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, on a du mal déjà à les saisir dans leur complexité. De l'anthropocène, pardon. L'anthropocène, c'est l'ère dans laquelle on est arrivé, nous, humains, et où toute notre activité humaine est la conséquence, a créé des conséquences qui sont celles qu'on est en train de vivre au niveau de la crise climatique. Et effectivement, beaucoup de personnes... Alors, la question que vous venez de poser, elle est un peu complexe, mais beaucoup de personnes qui ont des moyens sont parties effectivement à l'extérieur pour se reconnecter au vivant. Et on se rend compte, en tout cas dans le cadre de l'écopsychologie, et pour faire plus large que la question que vous avez posée par rapport au confinement, c'est que par rapport que ce soit l'éco-anxiété ou tout simplement la prise de conscience des enjeux actuels de la crise climatique, beaucoup de personnes ont besoin de retrouver un lien avec le vivant, un lien d'interdépendance qui passe à la fois par la tête, c'est-à-dire aider la pensée à repenser complexe, parce que les phénomènes et les enjeux auxquels on doit faire face ensemble, c'est des phénomènes complexes et systémiques. Or, on n'est pas formé et informé à penser de cette manière. Donc ça, c'est vraiment important d'aider les gens à aller là-dedans. Et c'est recréer un lien qui soit un lien sensible avec le vivant. Parce que c'est bien joli de dire il faut sauver, ou il faut préserver, ou il faut changer nos comportements. Mais si le seul végétal qu'on a, c'est la plante de la maison, et qu'on ne sait même pas ce que c'est vraiment l'environnement, on ne sait pas ce qu'on vient sauver. Donc il y a tout un travail de fond pour aider aussi l'humain à reconnecter, ce qu'on appelle reconnecter avec le vivant, par le biais du sensible, par le biais du ressenti, par le biais de ce qui se passe là dans notre corps, et pas que notre tête. Donc c'est vraiment tout un travail de fond. Et je reprendrai juste la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'éco-anxiété. En fait, c'est vraiment important, ce terme d'éco-anxiété, qu'on puisse s'en saisir, parce que dans le débat public, on commence à entendre beaucoup de bêtises. Et c'est vraiment important qu'on puisse recentrer. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'éco-anxiété pour des trucs qui n'ont rien à voir. Quand vous dites beaucoup de bêtises, ça peut être aussi une porte ouverte aussi à certaines
disons, thérapie parallèle. Pas du tout. C'était pas ça, par exemple. Tout à l'heure, vous avez formulé la question de sorte que il y avait rien. Enfin, je vois pas trop le lien entre ce que vous avez décrit des patients qui avaient de l'asthme avec l'éco-anxiété. Dans le domaine de la psychologie, on va voir que oui, c'est une manifestation anxieuse, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, il faut quand même le remettre, d'accord ? C'est ce qui va générer l'éco-anxiété, c'est la prise de conscience de la réalité des enjeux de la crise climatique. Voilà, c'est ça. Déjà de base. Après, on ne va pas le coller à tout. Et ça, c'est important de le reposer, quoi. Et aujourd'hui, les patients qui vous consultent pour ces raisons, est-ce qu'ils ont une typologie particulière ? Dr Castelnau évoquait tout à l'heure plutôt une personne urbaine, plutôt une femme, et puis plutôt jeune. C'était ça le profil que vous dressiez. Est-ce que c'est le profil des patients ou patients que vous rencontrez ? Alors, il y a un très beau... D'ailleurs, il y a une très belle association qui s'appelle le RAFU à Montpellier qui est en train de se créer avec Charline Schmerber et qui va essayer de réseauter un peu tous les psychologues pour commencer à parler de l'urgence climatique et à faire des études. Alors, oui, il y a des études sont faites là-dessus. Après, il y a le fait de prendre conscience que ça s'adresse à tout le monde. Et il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, on en parlait hier, il y a quand même quelque chose où c'est des personnes qui ont un peu plus fait d'études, des personnes sont blanches, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir retravailler, redécloisonner, mais il va falloir aller plus loin dans les études. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Merci. Est-ce qu'on a une question ? Le public est timide ce matin. Alors, je voulais revenir vers vous, Florence Coussongéry. Donc, on sort du concept d'éco-anxiété tel que décrit par Emmanuel Delrieux. Néanmoins, vous parliez tout à l'heure de l'influence qu'avaient nos comportements sur notre cancer, sur le déclenchement ou non d'un cancer. 40% des cancers, disiez-vous, sont provoqués ou peuvent être provoqués par notre environnement extérieur et c'est pas forcément génétique, c'était ça ? Pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à changer ces comportements ? Vous parliez de l'alcool, du tabac. Alors c'est sûr que ce sont des produits qui peuvent être assimilés à du plaisir, comme beaucoup de drogues d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à changer nos comportements alors qu'on connaît la dangerosité de la chose ? Alors, c'est vrai qu'on a des habitudes, en fait. Donc, on a beaucoup de nos comportements où on ne réfléchit plus. On les a de façon automatique. Donc, effectivement, on sait aussi que donner de l'information, bien sûr, c'est important. Je pense que la population, maintenant, est assez bien informée que le tabac n'est pas très bon pour la santé, l'alcool non plus. Ça commence. On progresse par rapport à ça. Et on sait bien aussi que seulement l'information, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à changer nos habitudes, surtout si ça fait plusieurs années qu'on fume. Il y a une dépendance physiologique, aussi, donc qui est importante. Donc, en psychologie, on va s'intéresser justement à comment on va faire pour modifier des comportements que l'on a depuis très longtemps. Alors déjà, on va essayer de s'adresser aux jeunes, notamment par rapport au tabac. Le mieux, c'est de ne pas commencer à fumer, bien sûr. Et on va donc essayer d'augmenter la motivation à changer. Déjà, tout simplement, pour changer, il va vouloir changer. Et cette volonté à changer nos comportements, elles sont grosso modo, pour simplifier, dues à 3 grands blocs de variables, de facteurs. Premier bloc de variables, c'est les attitudes. Ce que j'appelle les attitudes, c'est l'idée positive ou négative que j'ai vis-à-vis du comportement. C'est-à-dire, si je fume, je vais plutôt effectivement penser que ça m'apporte du plaisir, que c'est agréable en société, que je le fais parce que j'aime le geste de la cigarette, etc. Donc, si j'arrive à modifier un petit peu ces attitudes, je vais avoir tendance à être motivée à vouloir modifier mon comportement tabagique. Deuxième bloc de variables, c'est les normes sociales. C'est-à-dire que si j'adopte ce comportement, c'est aussi que j'ai l'impression que les autres sont plutôt favorables au fait que j'adopte ce comportement, ce qui peut avoir une influence importante chez les jeunes. C'est-à-dire qu'en général, on commence à fumer, c'est pas parce qu'on trouve ça agréable de fumer. Je sais pas, c'est certain, leur première cigarette, c'est pas toujours le plus agréable, mais par contre, ils ont envie de faire comme tout le monde. Moi, j'ai essayé de commencer, j'y suis pas arrivé. Donc... Bon, moi non plus, mais... Et troisième bloc de variables, alors c'est ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance que je vais être capable de réduire par exemple ma consommation de tabac ou être capable de fumer si on est effectivement vers d'une non-consommation vers une consommation. Donc là j'ai pris l'exemple du tabac, mais on peut le faire avec tous les gestes liés à l'environnement, et il y a des études qui montrent qu'effectivement ces variables que j'ai citées, elles étaient
effectivement en lien avec ma motivation à prendre mon vélo. Moi, je suis venue en vélo ce matin. Ben, effectivement, alors il y a des variables psychologiques, mais tout n'est pas dû non plus aux facteurs psychologiques. Il faut aussi que le contexte soit favorable, que l'environnement, qu'il y ait des pistes cyclables par exemple à Montpellier, et que bien sûr cette motivation que j'ai à changer, que cette motivation que j'ai à changer, elle soit aussi dans un contexte qui est favorable. Donc le psychologique bien sûr, mais tout ça dans un environnement et dans un contexte et avec une réglementation qui va aussi favoriser le fait que j'ai envie de changer de comportement. Je peux poser la question aux deux autres thérapeutes, docteur Castelnau. Sur quels événements de vie est-ce qu'on peut s'appuyer pour précisément faire la bascule et changer de comportement? Alors moi là je rebondirai avec ce que a dit Madame Delrieux, ça me paraît très important, cette notion de prise de conscience. Moi je dirais qu'on est à ce stade de l'éco-anxiété, dans une prise de conscience plus générale de ce changement climatique, avec des gens plus ou moins avancés dans cette certitude, mais on commence à voir des conséquences. Et donc la prise de conscience, j'associe moi aussi avec la période qu'on vient de passer. Je pense que la période Covid, au fond, on nous a obligés à rester chez nous, un pays entier pour des raisons virologiques certes, mais on nous a obligés à prendre conscience, à avoir du recul, à sortir la tête du guidon. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'un certain nombre de personnes, de manière significative, sont allées vers d'un monde urbain vers un monde plutôt plus rural, ont eu une prise de conscience. Ce que je dis toujours à mes patients quand je fais de la psychiatrie, c'est que la tendance naturelle de l'être humain, c'est là. Et là, on n'y voit rien. Comment arriver là? Et là, ça change tout. Bon. C'est une image, mais quelque part, cette période de Covid a permis de se poser des questions et de conscientiser ces notions-là, l'influence qu'elles ont sur notre mode de vie. Et ça, même si ce n'était pas un changement climatique, alors c'était plutôt un fruit de la mondialisation et du transport des virus par avion, elle a abouti à des prises de conscience climatiques et de leurs effets. Merci. Est-ce qu'on a une question du public? Allez-y, maintenant. On a une question. Alors, on va vous faire passer le micro. Jenny va vous faire passer le micro. Comme ça, les internautes pourront vous entendre. Monsieur, je vous écoute. Bonsoir. J'avais une question pour vous, Madame Delrieux. Quand vous dites que la prise de conscience des acteurs de l'exode rural post-confinement est liée à la complexité du réchauffement climatique, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Enfin, j'ai vu j'ai compris qu'il s'agissait de retrouver un lien plus proche avec la nature, mais plus exactement en fait. Alors, je reprécise. Je ne sais pas, ou peut-être je me suis mal exprimée, je ne voulais pas faire un lien que ces personnes ont pris conscience de la complexité. Je disais juste que c'est des personnes qui avaient les moyens de pouvoir faire une exode. Et j'expliquais justement que la reconnexion au vivant, c'est une reconnexion par le sensible, mais ça passe aussi par, du coup, redévelopper la complexité, la pensée complexe. Et du coup, votre question, c'est pourquoi, en fait, on a besoin de se reconnecter au vivant? C'est ça? On va vous repasser le micro, monsieur. En quoi la complexité, quelle est cette complexité des phénomènes climatiques et environnementaux aussi qui poussent à se reconnecter au vivant, outre évidemment le désir d'avoir un lien plus proche avec la nature? Ok. En fait, je ne sais pas si c'est la complexité qui pousse à se reconnecter au vivant. Par contre, ce qui est important, et Florence l'a très bien signifié, c'est que par rapport à la crise climatique, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, on ne peut pas rester qu'avec des informations qui arrivent et qui restent dans le concept. Il va falloir que ces informations, elles passent par les sensations. Elles passent aussi par le corps, elles passent par les motivations, elles passent par ces trois, vous l'avez très bien décrit, donc ces trois facteurs. Mais aussi, on se rend compte en écopsychologie que quand on va faire un travail en immersion avec le vivant, eh bien, on va avoir une vraie transformation des comportements et des attitudes, d'accord? Et donc, du coup, une prise de conscience de changer nos comportements en ville ou, pour certains, parfois, de faire une sorte d'exode rural. Et quand je parlais de complexité, c'est parce que on doit tous, à mon avis, avoir l'humilité, en tout cas, moi, c'est vraiment ma posture, de comprendre que les enjeux climatiques, à l'heure actuelle, sont complexes et systémiques. Et que tant qu'on n'a pas une vraie formation scientifique, nous, dans la population, des enjeux et de ce qui se passe,
on a juste des petites informations sur lesquelles on brode des croyances, parce que l'esprit humain, il est fait comme ça. Et parfois, ces croyances peuvent être fausses et nous emmener vers des co-anxiétés ou vers des comportements, au contraire, avec des mécanismes de défense forts, comme le déni, le clivage, etc. Donc, prendre conscience de la complexité du phénomène, c'est aider nous aussi, en tant qu'humains, à mieux comprendre les enjeux, à mieux comprendre que parfois, on a coupé des cycles, des boucles naturelles, et on a besoin de comprendre tous ces liens pour trouver les bonnes solutions. Parce que y a un problème, il faut trouver une solution tout de suite sans réfléchir à la complexité et à la systémie du problème. Eh bien, ça mène un peu là où on en est aussi à l'heure actuelle. Merci. Nous avions une autre question. Oui, en fait, en partie, vous avez répondu à ma question, mais je vais la reposer quand même. Parce que tout à l'heure, vous disiez les thérapeutes ne sont, dans l'ensemble, pas bien informés. Mais en fait, plus on est informé, plus quand même l'inquiétude, si ce n'est l'angoisse, monte, mais chez vous aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, en fait, vous prenez par la main les personnes qui viennent vous voir et vous faites le chemin ensemble. Parce que comment faites-vous pour précéder et pour vous être suffisamment calme, peut-être, je ne sais pas quel mot employer, pour pouvoir aider les personnes qui viennent là, parce que de toute façon, c'est quand même terriblement angoissant, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai une autre question, j'en profite maintenant, juste, j'ai la sensation, je ne sais pas si elle est juste ou fausse, qu'il y a de plus en plus de cancers. Voilà, donc j'aimerais bien savoir, bon, si c'est juste ou si c'est juste l'angoisse aussi qui... Allez-y. Alors, je peux répondre sur... Il y a plus de cancers, mais mes collègues me corrigeront. Il y a plus de cancers déjà parce que la population, elle vieillit. Hein, et donc, voilà, le cancer, c'est quand même comme l'a indiqué mon collègue, c'est aussi quand même une maladie liée au vieillissement. Donc, oui, il y a plus de cancers du fait tout simplement qu'on vieillit plus, qu'on a une augmentation de l'espérance de vie. Et ensuite, sur l'incidence des cancers, il faut voir aussi qu'on en détecte aussi plus. Donc oui, globalement, on a une augmentation des cancers. C'est dû au vieillissement de la population. Une partie est due aussi tout simplement qu'on a des dépistages organisés qui fonctionnent quand même alors assez bien. Tout est relatif, hein, ces cancers colorectals, ça marche pas très très bien, mais le cancer du sein davantage. Et le cancer de la prostate, là aussi, on a beaucoup de patients qui sont détectés avec des tout petits cancers. Donc l'incidence, oui, elle augmente. En termes de survie des patients, ça s'améliore quand même. Merci. Jean-Emmanuel Serry, vous vouliez... Non, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Et du coup, pour répondre à votre question sur le plan des thérapeutes, ça amorce en fait une dynamique qui était en train de se faire avant qu'on passe aux questions-réponses avec vous. Je pense que c'est le concept de résilience qui est là et qui fait que nous-mêmes, en tant que thérapeutes, bien sûr, moi je ne vais pas me cacher, il y a 4 ans, quand j'ai pris conscience, ma première vague de prise de conscience, je me suis effondrée, bien sûr. Et ça m'a permis de mieux comprendre ce qu'était l'éco-anxiété, d'aller chercher ailleurs qu'en France les formations pour m'accompagner. C'est une évidence. Et puis, je ne vous le cache pas non plus, en fait, c'est des vagues. Après, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime me confronter au réel que j'y vais. Et puis parce que j'ai des ressources de résilience qui me le permettent. Mais effectivement, tout le travail qu'on a à faire dans le tissage du travail de la santé pour les thérapeutes d'un côté et pour les patients, c'est un travail de résilience. Et là, je vous invite à lire les travaux qui sont très intéressants du psychiatre Emmanuel Contamin, qui est sur Lyon, et qui a écrit un livre, Les 5 cercles de la résilience. Et justement, il reprenait ce que tu posais, Florence, c'est-à-dire qu'on doit aller vers une résilience individuelle, mais aussi une résilience familiale, collective, du territoire. Et que c'est comme ça, en fait, qu'on va travailler cette circulation de transformation, en fait, pour absorber les chocs qui sont là et qui sont encore à venir. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, au premier rang. Oh. Ah, pardon, vous étiez dans la lumière. Pardon, madame. Bonjour. Donc, ma question est un peu vaste parce qu'il est d'une part question de l'éco-anxiété et donc de l'accompagnement psychologique qui peut être fait, et d'autre part des maladies psychiatriques, de l'accompagnement plus psychiatrique et des cancers. Donc, vous évoquiez que 40% des cancers peuvent être potentiellement éviter par rapport à
aux questions de l'environnement, mais plus dans un axe, le stress, la sédentarité, l'alimentation, tout ça, et les troubles psychiatriques. Et je me demandais quel peut être le lien entre tous ces facteurs environnementaux, et l'éco-anxiété. Est-ce qu'il peut y avoir... parce que c'est deux choses bien différentes, il me semble. Bon, c'est un peu vague, même moi je suis pas au clair forcément avec... Et on est ensemble pour essayer justement de le tirer davantage au clair pour nous tous. Je crois que votre question est très intéressante. Elle pose, moi je dirais deux choses. D'abord, on est quand même dans des concepts très récents. La première fois que le mot éco-anxiété, en travaillant cette réunion, j'ai regardé ça, a été écrit, a été formulé, c'est un article du Washington Post de 1990, donc c'est quand même très récent, ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Et en 1997, il y a donc une professionnelle belgeo-canadienne qui crée le terme d'éco-anxiété un peu pensé, qui crée le concept. Donc, vous voyez, 90, 97, Pasteur, c'est 1880, donc c'est très récent. Donc, pour être pondéré, je pense qu'on raisonnablement, on ne sait pas très bien tous ces liens. Mais moi, alors peut-être prêcher pour ma paroisse, mais en tout cas, ça repose des questions fortes que, par exemple, pour nous, le fait psychique, qui longtemps a été ignoré par la médecine somaticienne, c'est la nécessité de prendre en charge dans sa globalité. J'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais ça reste une idée importante, et probablement que dans cette complexité de la situation réelle des êtres humains, il faudra rajouter une couche autour des facteurs climatiques et de leurs conséquences, en étant prudent et en disant qu'aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas très bien où on va, on défriche. Voilà ce que je pourrais vous dire. Allez-y. Oui, je voulais compléter par rapport au fait que l'éco-anxiété, ça peut être aussi la petite étincelle qui va augmenter la motivation. Je parlais de la motivation à agir. Bon, je pense qu'on parle aussi des moments. Hein, le fait qu'on a eu quand même très chaud cet été, ça nous a permis de prendre conscience. Et il y a d'autres modèles en psychologie qui parlent justement de ces stades de changement en fait, qui nous amènent à modifier nos comportements. Évidemment, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on va passer d'une phase à une autre. On va passer d'une phase où voilà, on savait rien, on savait même pas que l'éco-anxiété existait, on savait pas, ou on n'avait pas envie d'entendre. Hein, voilà, ça peut aussi être ça. Et puis, effectivement, on va passer à la phase où on a pris conscience. Mais cette prise de conscience, après, il va falloir passer à une phase de préparation, puis enfin à une phase d'action. Et l'éco-anxiété, pour moi, ça peut être aussi effectivement un moteur. C'est-à-dire que l'anxiété, pour faire plus global, l'anxiété, si elle est trop élevée, effectivement, ça induit des pathologies et là, ça amène malheureusement certaines personnes à plus sortir de chez elles. Mais être un peu anxieux, c'est normal aussi. Hein, ça fait partie de notre adaptation et c'est peut-être bien aussi d'être un peu anxieux parce que c'est ça qui va nous motiver à essayer de modifier nos comportements. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, mademoiselle. Bonjour. Moi, ma question, du coup, c'était par rapport à l'éco-anxiété. Tout à l'heure, vous nous disiez que moi, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que la société nous provoque aussi un petit peu cette éco-anxiété? Nous, en tant que jeunes et la nouvelle génération, on a l'impression, personnellement, c'est l'impression que j'ai, qu'on doit porter un peu tout le poids de ce que les humains construisent et détruisent aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'on ne nous met pas aussi cette pression-là? Est-ce qu'on ne crée pas cette éco-anxiété aussi, d'une certaine manière? Quel âge avez-vous? 19 ans. Merci. C'est très intéressant. Hier soir, il y avait donc un débat, une conférence qui était donnée sur l'urgence d'agir. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par des étudiants de hautes écoles. Je vous donne ce témoignage parce que c'est vraiment intéressant. Et je crois qu'on le voit, d'accord, depuis 2 ans, des étudiants de hautes écoles qui se bougent pour dire, mais en fait, il faut bouger nos formations. On ne peut plus avoir ces mêmes contenus. On est à des temps mais complètement différents. On nous propose des métiers d'hier qui sont plus du tout en adéquation avec les enjeux actuels. Et donc, en fait, ça c'était très intéressant parce que je pense que dans le débat, c'est aussi ça qu'il faut poser. Après, est-ce que cette société vient créer de l'éco-anxiété? Je ne saurais pas y répondre. Moi, j'ai mon avis personnel, mais il importe peu ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le débat public, les jeunes sont en train de porter une voix qu'il nous faut écouter. Nous, qui peuvent ouvrir les voies qui sont justement directeurs de recherche, qui sont ceux qui font les programmes à l'université ou dans les grandes écoles, parce que c'est ces personnes-là, en créant un dialogue avec les jeunes, qu'on va pouvoir créer les formations
et les recherches, parce que ça c'est fondamental, qui vont répondre aux enjeux dont on a besoin à l'heure actuelle. Je verrai plus sous cet angle. Et là, on rentre dans la résilience. Parce que ce qui est compliqué dans ce que vous témoignez, et que j'entends malheureusement que trop, c'est cette sensation qu'il n'y a pas de dialogue intergénérationnel, qu'il y a encore trop d'ego, trop de conflits, trop de vieux là, qui ne veulent pas partir et laisser la place aux jeunes, alors qu'il faudrait des fois aussi le faire. Mais, et que du coup, vous, quand je dis vous, c'est cette jeunesse, vous vous sentez impuissant. Et il nous faut recréer des soutiens, c'est-à-dire que les anciens puissent donner les outils d'action en fait, aux jeunes et accepter que ça va transformer et que ça va même des fois déménager et que ça va plus être bon comme on l'avait décidé. Mais en même temps, c'est nécessaire. Donc je verrai plus comme ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, merci. Merci. Jean-Emmanuel Sarry, puisque la question a été abordée et on vous a aussi peu entendu. Oui. Quelle est l'influence justement des jeunes thésards qui intègrent votre laboratoire sur les recherches qui y sont menées? Est-ce que aujourd'hui c'est entre guillemets vous le patron, le directeur qui dit on étudie ça et puis c'est tout, ou est-ce que voilà il y a une réunion plus collégiale et qui est place est faite aux plus jeunes pensées? En fait, ma formation a été faite aux États-Unis. Bon, je viens de Montpellier, mais après je suis parti aux États-Unis et du coup j'ai pris cette philosophie dans mon management. Et oui, il y a une hypothèse de départ. Et au final, 4 ans après, quand ils soutiennent, c'est jamais cette hypothèse qu'on a infirmée ou confirmée. C'est un autre projet, parce qu'au fur et à mesure des recherches, et la beauté de la science et de la recherche, c'est exactement de trouver des choses qu'on n'avait pas prévues ou attendues. Et donc c'est cette liberté-là qu'on a encore en recherche publique en France, qui est, même si on a besoin d'argent et on fait des demandes extrêmement spécifiques pour avoir des financements, mais après on a encore la liberté de se laisser aller aux recherches et à ce que nous dit la nature, parce que tous les jours les jeunes viennent dans mon bureau et me disent ça n'a pas marché, et là je leur dis si, ça a marché, et chaque fois ils sont étonnés. Je dis non, écoute ce que te dit, comprends ce que te dit l'expérimentation. Elle te dit quelque chose de différent de ce que tu avais prévu et que tu t'étais mis en tête. Donc c'est ce dialogue qu'on a en permanence. C'est souvent le cas quand même dans les labos de recherche, mais c'est vrai que l'influence anglo-saxonne, plus on va voir la culture scientifique à l'étranger, et plus on revient avec ce genre d'approche, quoi. Mais il se trouve, j'ai eu plusieurs exemples dans mes étudiants en thèse, c'est les étudiants en thèse qui m'ont embarqué dans des voies où je ne voulais pas aller. Hein. Donc, en tout cas, je pensais qu'on n'avait pas les outils pour répondre aux questions, et en tout cas à l'hypothèse qu'ils avaient émise. Et je me suis dit, tiens, ça va nous embarquer, dépenser de l'argent sur quelque chose qui n'était pas prévu. Mais c'est la beauté de la thèse, et du coup, je suis parti, et ça m'a ouvert pas mal de champs après, quoi. Et puis, il y a des fois des découvertes assez intéressantes. Je voulais vous partager ça ce matin, parce que ça touche quand même le débat. Bon, c'est l'éco-anxiété, mais en général, le stress. Et la réponse au stress pour le cancer, c'est finalement un driver clé, un régulateur clé de la réponse au traitement, par exemple. Et du coup, on était en train de mettre en place des modèles animaux, donc des petites souris de laboratoire. Et on s'est aperçu 2 points. Un, c'est que les tumeurs ont des récepteurs adrénergiques, donc des récepteurs liés à tout ce qui est le système nerveux, le système périphérique central, et donc est capable, la tumeur est innervée, est capable de sentir les signaux, en tout cas d'avoir les ligands des signaux. Donc ça, c'est la première observation. Et la deuxième observation, on avait une animalerie, on avait du moins plusieurs animaleries, et pour les mêmes tumeurs, ben, on n'avait pas les mêmes survies de nos souris. C'était dramatiquement différent. Et du coup, on a étudié le nombre de fois où la porte de l'animalerie était ouverte, le nombre de fois où le portoir dans lequel se trouvaient les souris était bougé. Et on s'est aperçu que ça avait un impact majeur. Et cet impact, c'est le stress lié au bruit environnemental ou la localisation de ces souris. Donc ça nous a fait prendre conscience aussi à quelque chose qu'on a discuté, c'est la notion d'intégration.
dans mon cas, c'est très spécifique. La tumeur par elle-même nous dit quelque chose. Mais si on la regarde qu'elle-même, on ne va pas traiter. Par contre, si on regarde la tumeur dans son micro-environnement, c'est-à-dire l'organe dans lequel elle est, puis après dans l'hôte, puis l'hôte dans son environnement, je pense que là, on va commencer à avoir une médecine personnalisée, réelle, parce que ça fait des années qu'on en parle de ce concept, et qui va intégrer les notions de stress. Et quand on intègre les notions de stress, on va intégrer la capacité qu'ont les gens à la résilience à ce stress. Et du coup, monsieur là-bas a peut-être une résilience à ce niveau, alors que madame devant, ça sera ce niveau. Et puis en intégrant ça, on va appréhender la gestion du stress, la gestion du micro-environnement, la gestion de la nutrition, la gestion de l'alcool, et peut-être que les gens comprendront mieux comment mieux traiter nos patients. Mais pour cela, il faut des programmes de recherche, et c'est ce qu'on essaye maintenant de mettre en avant, de plus étudier la tumeur ou sa génétique, parce que ça, pendant des années, ça a été la biologie moléculaire et génétique de la tumeur. Ça dit des choses, mais on ne soignera pas qu'avec ça. Et on a pendant des années regardé le métabolisme dans notre cas de la tumeur, mais ça ne suffira pas. Mais intégrer tout ça aux différentes échelles, je pense que là on aura une solution adaptée pour guérir, ou en tout cas dans notre cas, dans notre pathologie, on ne pense pas qu'on arrivera à guérir nos patients sur cette leucémie particulière, mais par contre on va permettre de vivre comme s'il y avait une maladie chronique, avec des médicaments qui vont leur permettre de vivre bien en ayant leur cancer. Donc c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé, mon équipe, avec les cliniciens avec qui on travaille en permanence pour les 10 ou 15 prochaines années, avant que je laisse la place à des jeunes. Et c'est avec plaisir que je laisse la place avec les jeunes. Du reste, j'ai déjà trouvé ma successeur qui est en formation. Donc voilà. Merci pour ces précisions, Jean-Emmanuel. Témoignage. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, monsieur, au premier rang. Bonjour, merci pour l'organisation de ce débat que je trouve intéressant. Je m'intéresse en tant que citoyen à l'éco-anxiété, mais je suis également élu. Pour moi, il y a deux sujets. C'est l'inquiétude de rentrer dans un cycle de pandémie, puisqu'il nous est annoncé que la Covid, voilà, c'est une pandémie, mais qu'il y en aura plein d'autres derrière. Comment pouvons-nous vivre sereinement en ayant cette information? Deuxième sujet, les annonces qui sont faites sur le climat. Si j'ai bien vu, des experts nous annoncent que l'été 2022 est le plus frais des années à venir. Comment pouvons-nous vivre sereinement avec des informations comme ça qui sont collectives, qui sont impactantes? Personnellement, j'ai eu un peu de mal à vivre tout ça. Et je vous demande de trouver des solutions, de nous prendre en charge. Et je pense que l'éco-anxiété va être un peu compliqué à traiter et peut nous tomber dessus comme un tsunami à un moment donné. Emmanuel Delrieux, vous avez pris le micro. En fait, c'est une excellente question auquel je pense personne n'a la réponse. Par contre, il y a des pistes, et je crois qu'il y a des pistes qui ont été posées ici. Les pistes, c'est que, et Florence, tu l'as très bien exprimé, merci, c'est qu'en fait, l'éco-anxiété, elle vient nous dire quelque chose. De manière, tous les troubles viennent nous dire quelque chose, d'accord? Là, on vient de parler du stress. Et bien, du coup, quand on a un pic de stress, on va réagir différemment. Il y en a qui vont rester choqués ou pas. Bon. L'idée, c'est que cette éco-anxiété, elle vient nous dire il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout, il va falloir qu'on le transforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, mince, en fait, je ne suis pas prêt. J'ai peut-être pas les capacités. J'ai peut-être pas les ressources déjà individuelles et peut-être dans mon territoire sur le plan du collectif pour faire face à ce qui est en train de se produire. Et du coup, d'apprendre à identifier les capacités, les ressources qui sont nécessaires, donne déjà les étapes pour pouvoir aller les acquérir. On se rend compte quand on travaille sur le récit et les imaginaires, et ça c'est hyper important, que je vous parlais de Madame Dystopie là tout à l'heure. Okay, on est dans des imaginaires terribles. Effectivement, quand on vous entend, quand on entend les informations, moi personnellement, j'ai Madame Anticipation qui s'est fait plein de dystopies, elle est très forte pour ça. Mais à côté,
on se rend compte que quand on travaille sur le récit, c'est Arthur Keller qui fait une très très belle méthodologie là-dessus, où il dit, bon bah voilà, on vous donne toutes ces infos, maintenant allez-y, rédigez ce qui vous vient dans votre imaginaire. On va avoir les pires dystopies, tout le monde est très mal. Ensuite on dit, ok, qu'est-ce que ça vous dit? C'est-à-dire quelles sont les capacités et les ressources sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan du territoire, qu'il va falloir mettre en place pour faire face en fait à cet enjeu ou à ces enjeux dont vous parlez. Les personnes lisent, réfléchissent, travaillent là-dessus. Parfait. Une fois qu'ils ont travaillé là-dessus, on leur dit quels sont du coup les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre dans les 2 ou 3 ans à venir pour acquérir ces capacités, ces ressources. Donc ils travaillent encore sur le collectif là-dessus. Une fois qu'on a terminé ça, on leur dit maintenant, reprenez vos papiers et dans 10 ans, comment est-ce que vous pensez faire face aux enjeux actuels? Eh bien, tous les récits ont changé. On n'a plus de dystopie. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus résilient. Donc, ça, je crois que c'est vraiment ce qui est important. C'est que transformer, on ne doit pas rester figé. Tu viens de le poser, le facteur du stress, il va falloir apprendre à le maîtriser. On a plein de ressources, on ne va pas inventer la lumière, on en a déjà plein dans le monde de la psychologie, de la psychiatrie, des méthodologies pour agir sur le stress, pour savoir faire comment on se calme, revenir à ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, qui a été travaillée par Siegel, qui est très bien. Voilà, on ne sort pas de notre fenêtre de tolérance au niveau de notre système nerveux. Donc on doit apprendre à mettre en place tout ça. Ça fait partie des résiliences. Et je crois que c'est fondamental. Si on a peur à l'heure actuelle, c'est parce que personne n'a voulu anticiper en résilience. Et que ça, c'est important de se ressaisir de ce concept, tant sur le plan individuel que sur le plan du collectif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le formulerai, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir peut-être plus facilement faire face aux enjeux et calmer cette anxiété, parce qu'il y a des très belles études en neurosciences qui ont été faites sur le pouvoir de l'émerveillement. Et en fait, on se rend compte que quand on vient réémerveiller les personnes à la beauté, à l'amour pour le vivant, eh bien là, cette motivation par l'amour, elle est beaucoup plus puissante que par le stress. Et ça, c'est hyper important. Il ne s'agit pas d'aller faire des câlins tout nus aux arbres, il ne s'agit pas d'être dans le truc bisounours et béni oui-oui pour ne pas voir la réalité. Non, c'est intégrer la réalité en conscience. Bah, si ça vous fait plaisir, faites-vous, hein, mais il s'agit d'être en prise avec la réalité, mais savoir y faire face en résilience. Et on doit vivre, non plus de manière clivée, mais accepter que oui, on est triste, et en même temps, on est joyeux. Et en même temps, on est rempli d'amour. On est rempli d'amour pour soi, pour nos proches, pour cette terre. Et c'est ça qui nous motive à l'action aussi. Merci. Docteur Castelnau. Oui, je voudrais répondre, donner mon avis, mon son de cloche à monsieur sur sa question. Vous dites qu'il y a une pandémie terrible, le Covid, et il va peut-être y avoir beaucoup de pandémies. Oui, mais ce n'est pas certain. Donc, il y a quand même une ambiance aussi. Il faut se méfier pour être objectif dans l'étude de ces concepts naissants, récents. Il y a aussi une ambiance, il y a des, bon, avec des éléments inquiétants, mais juste un mot quand même, pas pour être, me semble-t-il, raisonnable. Il est incroyable de voir comment l'espèce humaine, avec un virus inconnu, a réussi à sortir un virus ARN en 3 mois ou 4 mois. Moi, médecin, j'ai été, pour moi, c'est bien entendu des disciplines, la virologie ARN que je ne connaissais pas. Et d'habitude, un vaccin, il faut 10 ans minimum pour arriver à commencer. Et ce vaccin du Covid, qui a abouti à une immunité de groupe, et probablement quand même l'hypothèse actuelle la plus vraisemblable à suivre, c'est qu'on va vivre avec ça et que ça donne en tout cas beaucoup moins de formes graves. Donc on a obtenu une forme d'immunité collective. L'espèce humaine, l'Homo sapiens, a réussi à créer contre un virus émergent des réponses, une adaptation plus ou moins bonne, mais en tout cas rapide. Donc bon voilà, je le dis différemment peut-être de Madame Delrieux, mais les capacités d'adaptation de l'Homo sapiens sont quand même importantes. Attention à ce catastrophisme ambiant et soyons prudents. On ne sait pas très bien où on va et on a des forces. Jean-Emmanuel Serry. Oui, c'était exactement ce que je voulais vous répondre. Si on fait l'historique des 2 ou 3 dernières années, finalement, on peut voir la chose comme très positive et réaliser que, à l'échelle individuelle de l'entreprise et de la société, on s'est adapté. Au final, regardez ce qu'on a fait. On est d'un coup enfermé et finalement, on nous annonçait que la société allait s'écraser complètement. C'est pas le cas, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc,
on va avoir des conséquences psychiques, évidemment, mais finalement, on a réussi dans quelque chose de brutal à s'adapter. Et je trouve que c'est ça qu'il faut retenir de l'homme, c'est notre capacité individuelle et collective à s'adapter. Et moi, je travaille, donc je suis à la fonction publique, hein, à l'INSERM, qui est quand même quelque chose d'une institution hyper structurée, très peu facile à bouger. Mais tous les jours, on a des nouvelles notes de changement de réglementation et compagnie maintenant. Et on s'adapte. Et ça pose pas de problème. Et au final, on a continué à travailler. Au final, on a continué à vivre. Au final, la société ne s'est pas écroulée. Donc, c'est plutôt ce message, moi, je trouve positif. C'est vrai que ça lève un certain nombre de questions sur la gestion collective de notre santé et comment on va gérer le futur. Mais hormis ça, je trouve que c'est plutôt ce message-là qu'il faut entendre. Nous allons toujours nous adapter, parce que c'est aussi l'essence même de l'homme. Lamarck et Darwin l'avaient bien compris, et finalement on est en train de leur démontrer à l'échelle mondiale cette réalité de sélection naturelle et de la capacité d'adaptation naturelle de notre espèce et des espèces en général, parce que nous on s'est adapté à ce Covid, mais toutes les espèces, vous l'avez bien vu dans les villes, on a eu des plantes qui sont revenues, donc ça prouve que à toute situation, même les plus dramatiques, l'ensemble de l'écosystème s'adapte, et je trouve que c'est ce qu'il faut retenir. Et puis la dernière chose, on a réussi en 4 mois à avoir un vaccin, c'est parce que pendant 40 ans, quelques personnes ont travaillé sur quelque chose qui était inconnu et ont été persévérantes sur l'ARN messager. Et c'est parce qu'on avait eu cet ensemble de connaissances fondamentales qui nous a permis en quelques temps à des industriels de sortir quelque chose qui peut améliorer et nous aider à nous adapter collectivement. Voilà. Merci Jean-Emmanuel Serry. Pour boucler la boucle, Florence Coussangeli. Alors, je vais le dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on reprend différentes choses. Alors, moi, je vais prendre mes références théoriques en psychologie de la santé. On s'intéresse beaucoup au stress. Et on a des modèles de stress et effectivement sur comment on va s'adapter et les stratégies d'adaptation. Il faut voir aussi que l'individu, il n'est pas passif. Il va effectivement interpréter ses ressources. Déjà, est-ce que la situation elle est si stressante ou pas pour lui? Est-ce qu'il pense qu'il peut contrôler ou pas la situation, donc au niveau de ses ressources personnelles? Est-ce qu'il pense que son entourage va pouvoir l'aider? Et tout ça va l'aider à développer des stratégies. Alors nous, on appelle ça des stratégies de coping pour faire notre petit jargon. Et donc, il y a soit des stratégies centrées sur le problème, c'est-à-dire j'essaie d'agir directement sur le problème, soit des stratégies centrées sur l'émotion, c'est-à-dire j'essaie d'agir sur finalement la détresse qui a été induite par la situation stressante. Je peux faire les deux, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis il y a tout ce qui est quête de sens, benefit findings, etc. C'est-à-dire que peut-être que cet événement-là va me faire prendre conscience que ce que je pensais qui était important dans la vie, c'est d'autres choses. Et on a parlé des gens qui effectivement partaient en exode rural ou etc. Ça peut être une stratégie d'adaptation. Et je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est que on n'est pas du tout passif, on va s'adapter. La plupart des gens vont s'adapter de façon convenable. On parlait de résilience, hein. En fait, il y a une grande partie de la population qui s'adapte. Après, il y en a certains qui ont besoin d'aide et les psychologues, les psychiatres, on est là pour ça. Voilà pour la conclusion. Merci beaucoup Florence Coussangeli, professeure en psychologie donc, de la santé à l'université Paul Valéry et directrice scientifique au département prévention à l'ICM. Merci docteur Christian Castelnau de la clinique Stella à Auxanté. Vous êtes psychiatre, je le rappelle. Merci également à vous Jean-Emmanuel Serry, directeur de recherche en cancérologie à Toulouse et également à l'INSERM. Et merci à vous Emmanuel Delrieux, éco-psychologue. Merci au public également qui est venu avec nous aujourd'hui pour assister à cette rencontre. Vous pouvez bien entendu retrouver tous ces échanges sur la chaîne YouTube Le Monde Nouveau. Nous vous disons à très bientôt et une bonne fin de salon à ceux qui sont présents.